Salut, c'est Marin Fouquet et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Marin, ça va? Ouais, ça va. On va faire un truc qui se fait pas, normalement. On va commencer l'interview en parlant de la fin de ton livre. Nous, on a voulu te recevoir, c'est le seul roman de cette rentrée littéraire qu'on reçoit, parce qu'on a aimé ton livre, mais aussi parce que c'est le seul qui, dans ses remerciements, rend hommage à deux frères. Oh Dédé, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Tu remercies PNL dans ton livre pour la poésie. Ouais. PNL, j'ai mis du temps à y arriver. Au début, j'étais très réfractaire. J'avais l'impression qu'il parlait de rien. Enfin, du moins de rien qui me touchait. Et puis un jour, je suis tombé sur le clip de À l'ammoniaque. Je t'aime, wow, 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 à la folie. Wow, 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 passionnément. Wow, 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 à l'ammoniaque. Et là, waouh. Pas le clip, hein, les paroles, les lyrics, j'étais là, waouh. Et ensuite, je me suis tout bouffé, en boucle. Et il y a un détachement, je trouve, en ne parlant pas des prods, parlant pas des flows et compagnie, juste des lyrics, il y a un détachement qu'il n'y avait pas, je trouve, avant, dans le rap. Un truc qui est extrêmement poétique, qui sont des évocations, qui sont des poésies du mot, de la manière de le prononcer. Et en ça, je trouve que c'est extrêmement proche de la poésie sonore, enfin de la poésie contemporaine, quoi. Et ouais, ça a été une grosse claque pour moi. Ça a changé quelque chose dans ta façon d'écrire? Ouais, je me suis rendu compte que j'écrivais de manière très lourde, très lourdaude, que j'essayais de faire absolument des images qui frappent, qui rentrent, des choses comme ça, très incisives, mais parfois du coup qui enfonçaient des portes ouvertes, alors que eux, il y a une légèreté dans leur écriture et avec toujours des images fortes, hein, mais une légèreté. Et donc, ouais, ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur mon écriture. Quand à la toute fin de tes remerciements, tu écris « Que l'amour », est-ce que c'est une référence au « Que la famille » de PNL? Ouais, c'est un Que la famille, c'est un QLF réinterprété, parce que la famille, c'est marrant, ça me fait penser à une phrase qu'il y a dans le dernier son de Vald, Journal Perso 2, où il dit en gros, je veux faire passer les miens avant les autres, mais faire passer les miens avant les autres, c'est le programme de Le Pen. Et que la famille, c'est aussi ce que tous les conservateurs et tous les gens de droite mettent en avant, notamment les plus fachos. Et c'est pour ça que je me disais que l'amour, c'est plus juste peut-être que l'amour, ouais. Est-ce que tu crois que chez Actes Sud, ils connaissaient PNL avant toi? Est-ce que tu as dû leur expliquer à cette prestigieuse maison d'édition 4 prix Goncourt en 5 ans? Je crois pas. Je crois qu'ils sont passés à côté de PNL. Enfin, peut-être pas toutes et tous, hein. Ce qui est assez étrange, je trouve, avec PNL, c'est qu'il y a un moment donné, pas sur les premiers projets qu'ils ont sortis, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de personnes blanches, hétéros, cisgenres, de classe bourgeoise, qui écoutaient PNL. Je pense avec un peu de cynisme, peut-être. Même si c'était un cynisme un peu caché, même à eux-mêmes. Mais il y avait un petit peu un truc de... ils les amusaient, ça amusait un peu la galerie. Mais je pense pas que chez Actes Sud, ils aient même eu cette vague-là qui soit venue jusqu'à eux et elles. On parle de ton livre, on dit 77 ou 77? On dit 7-7 le département. Ouais. Si on devait le résumer, en tout cas si je devais le résumer, on peut dire que c'est un peu les mêmes points de départ que ce morceau de Gringe et d'Orelsan. T'es sûr que tu veux prendre le bus? On peut y aller à pied. Ah, c'est mort, depuis mes premiers pas, j'ai plus jamais marché. Ouais, mais y a que 2 arrêts. On irait plus vite à pied. Et beaucoup plus vite si j'avais pas ma caisse à réparer. Le narrateur, il est seul, sous son abribus, et du coup c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle, ouais. Alors, 2 choses pour resituer. On va faire d'abord un zoom, un grand zoom, et ensuite on va faire un travelling avant. Le grand zoom, ça va être, on est en France, on est dans le 77, on est exactement dans le sud 77, on est au milieu des grands champs. Il y a la route des grands champs qui traverse les grands champs. Il y a un abribus qui est en dessous de cette
qui est au bord de cette route. Sous cet abribus, il y a une capuche. Sous cette capuche, il y a une tête. Dans cette tête, il y a plein de pensées. Et c'est la tête d'un jeune homme qui fume des joints toute la journée. Et en face de lui, et ça c'est pour le travelling avant, en face de lui, il y a donc les grands champs étendus de marron, camailleux de marron. Et quand on avance au loin, dans ce camailleux de marron, il y a la nationale. Et au loin, il y a le bois. Voilà. Et petite précision, c'est vrai, j'avais jamais entendu ce son de Gringe et Orelsan. C'est des rappeurs que je n'affectionne pas du tout. De la veine Romeo Elvis et tous ces trucs-là, qui sont des trucs, je crois qu'ils ont été mis en avant parce qu'ils faisaient moins peur, qu'ils rassuraient. Ils rassuraient toute une frange de public et de journalistes parce qu'ils leur ressemblaient. Et ouais, je crois que c'est le tournant le moins intéressant du rap français en ce moment. Pour revenir au livre, qu'est-ce qu'on fait sous un abribus dans le sud du 7-7 quand on n'a rien à faire? On fume. On fume, on regarde passer les voitures, on se laisse aller dans des pensées, dans des souvenirs. On se rappelle des souvenirs mômes et on craint l'avenir, on craint ce futur, on le refuse, ce bitume de Paris qui est censé tout avaler, tout retourner sur son passage. Et cette injonction à la virilité, à devenir un homme, cette question de se dire, ouais, de devenir, cette injonction à devenir un homme plutôt que de devenir quelqu'un. C'est un livre qui aborde plusieurs sujets, notamment l'ennui. Est-ce que c'est possible de grandir dans le 7-7 sans connaître l'ennui? Je crois pas. Je crois pas. Après, le 7-7, c'est un très grand département, mais dans le sud 7-7, l'ennui, il est là. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans le village duquel je parle, qui est le village d'où je viens, c'est divisé en hameaux. Et chaque hameau, il y a une poignée d'habitants. Et entre chaque hameau, il y a des hectares et des hectares et des hectares de champs. Donc, pour retrouver son meilleur ami qui est dans le même village, mais qui est dans le hameau prochain, il y a dans les 30 à 40 minutes de marche parfois. Mais qu'est-ce que ça permet, l'ennui ? L'ennui, c'est le berceau du pire, c'est aussi le berceau du meilleur. Il y a un personnage qui parle de ça dans le livre, qui est le dernier des pompistes. Et il dit que c'est dans l'ennui qu'il y a le plus grand danger, en quelque sorte. L'ennui, ça permet d'inventer des jeux. L'ennui, ça permet d'inventer aussi plein de conneries. Et l'ennui, ça permet aussi de se construire face à l'ennui. Justement, il y a une chose qui rythme la vie dans le cadre que tu poses, c'est aussi ce qui rythme ton livre, c'est la couleur des voitures qui passent. Ça peut devenir l'enjeu numéro 1 d'une journée. Ouais. Prédire la prochaine couleur de voiture. Se dire si c'est une rouge qui passe, alors ça va, j'aurai assez de shit dans mon pochon jusqu'à la fin de la journée. Si c'est une verte qui passe, alors j'aurai un fusil à pompe à billes à la prochaine fête foraine. Si c'est une jaune qui passe, alors j'aurai rien. On parle du 7-7. Choisir de faire de ce mot 7-7 le titre de ton livre, c'est une façon quand même de revendiquer cette appartenance? Ouais. C'est marquer un territoire, qui a une image quand même de pas grand-chose, sinon de rien. Au tout début, je me suis dit, d'où est-ce que je suis le plus légitime à écrire ? Qu'est-ce que moi, jeune homme blanc, cisgenre, hétéro-normé, qu'est-ce que je suis légitime à écrire ? Parce que quand on regarde la rentrée littéraire, essentiellement ceux qui sont mis en avant, c'est des hommes blancs, des bons patriarches. Et quand on regarde tous les termes qui sont abordés, tous les sujets, il y a de tout. Et ils se permettent de parler de tout. D'un seul coup, c'est l'histoire d'une prostituée, c'est l'histoire d'un migrant, c'est l'histoire de... Et ces hommes blancs patriarches, de leur universalité, sont capables d'incarner tout et n'importe quoi et n'importe qui et n'importe où, n'importe quand. Et je me suis demandé qu'est-ce que moi je suis... Où est-ce que je serais juste ? Et je serais juste à parler du 7-7, c'est-à-dire de cette terre d'ennui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait plus exotique 7-7 que juste Seine-et-Marne ? Ouais, ça fait plus exotique. Tu dis que ça sent presque la mer, du coup. Ouais, carrément. Parce que quand on est ailleurs dans la France, quand on dit qu'on vient du 7-7, ils disent forcément « Ah ouais, Paris, t'es un Parisien ». Et donc non, 7-7, c'est ailleurs. Après, j'ai essayé justement de traiter le 7-7 sans exotisme. Il y a quelques livres que j'ai pu survoler sur la ruralité, ce grand terme de la ruralité, où j'ai trouvé beaucoup d'exotisme. On donnait à entendre
surtout aux Parisiens, à la parisienne, ce qu'ils voulaient bien entendre, de la brutalité, de la violence, de à quel point ils sont incultes, de à quel point... Et non, moi j'ai essayé de le traiter avec amour, le plus de bienveillance possible, le plus d'amour possible. C'est le dossier de presse de ton livre qui le dit, tu n'es pas que écrivain, tu es aussi rappeur, slammer. Est-ce que c'est le même métier? C'est le même métier dans le sens où c'est auteur. C'est auteur. Les rappeuses, les rappeurs sont des auteurs, sont des autrices, au même titre que les écrivains de romans, les écrivaines de romans sont des auteurs et des autrices. Je crois que pendant très longtemps, on a refusé le statut d'auteur et d'autrice aux rappeuses et aux rappeurs. On avait envie de tout simplement dire oh, les malheureux, les malheureuses. Ils mettent dans leur bouche des mots dont ils n'ont pas conscience de la dangerosité. Et c'est pour ça qu'un rappeur qui disait nique la police ou je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, c'était forcément, ça devait forcément se retrouver au tribunal. Là où un auteur qui écrit les mêmes choses, on ne va jamais en faire polémique parce qu'il manie les mots, il en est conscient. Donc voilà, je crois que ce statut d'auteur et d'autrice, il a longtemps été refusé aux rappeurs et rappeuses. Mais c'est le même métier. Ouais. Et c'est possible de rester dangereux quand on est romancier? J'espère. Bah, je crois, oui. J'en suis même sûr. Il suffit de lire Virginie Despentes. Elle est extrêmement dangereuse. Elle est corrosive. C'est un danger public. C'est une romancière de dingue. Est-ce qu'il y a du rappeur dans la façon que tu as d'écrire? Il y a du rap, ouais. Il y a du rap. Il y a une attention qui est portée au rythme, à la scansion, à la sonorité, à des images incisives. Il y a tout ça, ouais. Il y a une musicalité. Je cherche vraiment une musicalité. Je cherche vraiment à trouver phrase courte, phrase courte, phrase courte, phrase longue, phrase courte, phrase courte, phrase courte, phrase longue. Et chercher comme ça des flows différents. Ouais, il y a du rappeur. Quand on te demande tes références en matière d'écriture, tu cites notamment Virginie Despentes, mais tu cites aussi une rappeuse, c'est elle. Blanc ingénieur, noir ingénu, au rang des seigneurs ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Pourquoi elle? Parce que ça a été une grosse claque. Ça a été une grosse claque dans la puissance de ce qu'elle portait, de ce qu'elle poussait, de ce qu'elle déplaçait. Parce que ces images sont à chaque phrase, ça va de la pichenette à la grande claque. On parle de Cazet. Hein. Ouais, Cazet. Cazet plus que Victor Hugo ou au hasard. Hein. Ah ouais, mais je sais pas si tu as déjà lu Notre-Dame de Paris. Moi, je me suis arrêté au premier chapitre, quoi. C'est à s'endormir, c'est lourd. Non, Cazet, c'est une grosse claque. C'est d'ailleurs elle qui... J'ai entendu pour la première fois cette notion d'auteur, d'autrice refusée aux rappeurs, rappeuses. C'est dans sa bouche que je l'ai entendu en premier. C'est quelque chose qu'elle revendique? C'est quelque chose dont elle parle parfois, ouais. Et Cazet, ça m'a beaucoup accompagné. Ça faisait partie d'un rap que j'ai commencé à écouter au début, qui était un rap que certains disent conscient, ça veut rien dire, raisonné, ça veut rien dire, engagé, si, ça veut dire quelque chose, militant peut-être. Un rap qui essaye de déplacer des montagnes, que j'ai écouté au début, et puis un jour j'ai eu la rencontre avec un album qui est Mauvais Oeil de Lunatic. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour je procrée. Mauvais Oeil, c'est un album, quand je l'ai écouté, il m'a mis une claque parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait, et en même temps, je pouvais pas m'arrêter de l'écouter en boucle. Et il y a eu ce truc-là fascinant parce qu'il y avait une puissance des mots. Tant dans le flow, tant dans les prods, mais aussi dans les mots en eux-mêmes. Et je l'ai écouté en boucle et je me suis rendu compte que je pouvais écouter des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Là où avec Cazet, je cherchais réellement quelque chose avec lesquelles j'étais d'accord et même qui me déplaçait, que j'avais pas encore pensé et qui me saisissait et m'emmenait plus loin. Lunatic, j'étais pas du tout d'accord, surtout avec Booba, avec Ali, parfois, même souvent. Booba, pas du tout. Et ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais écouter des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et là où ça a une limite pour moi aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, c'est que j'arrive plus à écouter des rappeurs, surtout des rappeurs,
qui ont des propos misogynes, homophobes. Ça marche plus, ça passe plus. Pour moi, il y a un journaliste il n'y a pas longtemps qui m'a dit oui, mais est-ce que c'est pas une licence poétique? Licence poétique, en fait, c'est comme la licence de chasse, hein, c'est un permis de tuer. Si on remplace cette licence poétique de la misogynie, on va juste transposer à une autre classe sociale, parce que être femme, en réalité, c'est une classe, hein, c'est pas une réalité naturelle. Cette séparation entre hommes et femmes, c'est uniquement un truc qui est social. Et moi, du coup, les 3/4 des rappeurs français aujourd'hui, j'arrive pas à écouter. Ça, juste, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est comme le porno. On se met des images dans la tête, on se les met pour une fonction très précise. Sauf que ces images, elles restent à un moment donné. Et lorsqu'on est avec la personne qu'on aime, ou juste une personne qu'on respecte, un individu en fait, on ne peut pas s'empêcher, une fois qu'on a bouffé trop de porno, de traiter l'autre personne comme un objet, non pas un sujet. Bah, de la même manière, quand on se gave de rap, même si on a du rap misogyne, même si on a la distance, à un moment donné, forcément, ça nous habite, on le porte. Et je crois que ça, faut vraiment en prendre compte. C'est pas anodin, c'est pas une licence poétique. Je reviens sur le rap. Toi, je crois que tu as un peu renoncé au rap parce que tu disais que tu n'arrivais pas à suivre le rythme. Tu es toujours débordé par le rythme. Ouais. Je sortais de la mesure. Alors, il y a des moments où il y a des morceaux que j'ai pu écrire qui étaient carrément dans la mesure, mais il y a toujours un moment donné où je voulais sortir de ça. C'est un travail d'orfèvre, je trouve, le rap. Il y a un truc, faut être à la fois conscient de la musicalité du truc, ça suffit pas d'écrire une phrase qui soit incroyable, faut qu'elle tombe au bon endroit, au bon moment de la mesure. Et donc, à un moment donné, ça a débordé de la mesure pour moi, et c'est pour ça que c'est devenu de la poésie sonore, et ensuite du roman. Je fais un dernier, c'est le dernier parallèle avec un rappeur. Il y a quelques jours, à ta place, il y avait le rappeur Attic, et vous avez un point commun. Son premier livre, c'est Harry Potter. Je crois que toi aussi. Enfin, le livre qui a un peu marqué en premier ton rapport à la lecture, c'est vrai ? Ouais. Harry Potter, c'est d'un seul coup, on nous dit d'éteindre la lumière pour s'endormir, et on rallume la lampe de poche sous la couette, et les heures défilent, et c'est un rapport qui est important dans la littérature, c'est le temps. Et lorsque un livre nous fait perdre la notion du temps, c'est là où il nous plonge réellement dans ce qu'est l'expérience de la littérature, et Harry Potter, c'était ça. C'est ça. Ouais. Dans ton livre, le narrateur parle constamment de son, je te cite, corps de lâche, et de la difficulté d'être un homme aux yeux des autres. C'est quoi pour toi en 2019, être un homme ? C'est une vaste blague, c'est un mythe, c'est une chimère, ça n'existe pas. L'homme, ça n'existe pas. L'homme, c'est une construction sociale. De la même manière que la race aryenne n'existe pas. Hitler a tout fait pour que ça puisse exister, et s'il avait réussi, elle aurait existé, la race aryenne. Il y aurait eu des blonds aux yeux bleus qui auraient dominé le monde. C'est une réalité, il aurait exterminé le reste. Ben, l'homme, c'est pareil. L'homme, c'est une construction sociale. On a fait en sorte que le mépris de la femme, alors la femme, ça veut rien dire non plus, mais le mépris de ce qu'on a pointé comme soi-disant la femme, le mépris des homosexuels, le mépris des femmes qui aiment les femmes, le mépris de tout, en fait, tout ce mépris-là, pour construire cette identité masculine, vise à ce que l'homme existe. Mais s'il y a besoin, à tel point, de violence pour que quelque chose existe, c'est que ça n'existe pas. Et pour autant, c'est difficile de passer l'adolescence sans être un bonhomme ? Ouais. Pas tomber dans ce piège-là. Je pense que tout jeune homme qui s'est retrouvé dans un vestiaire de sport a connu ça. Peut-être qu'il l'a subi, peut-être qu'il l'a fait subir, peut-être les deux. Peut-être qu'il l'a juste observé. Mais ce rapport au bizutage, ce rapport au corps, ce rapport à l'injonction d'être un vrai bonhomme, d'en avoir, tout ce truc-là, en fait, qui est juste... c'est à un moment donné... il y a la virilité, c'est une barre qui est là, qui est inatteignable, qui est une chimère. Et donc, on va essayer de l'atteindre, cette barre, de passer au-dessus. Comme ça, on ne se concentrera pas sur soi, sur être soi, être soi-même. Voilà, c'est toujours ce truc-là. Être un vrai bonhomme plutôt qu'être quelqu'un. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es mis à la boxe ? Ouais, j'avais quelque chose à me prouver. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté la boxe.
parce que je me suis rendu compte aussi de ce que ça définissait. Après, quelque chose de très beau dans la boxe. C'est ça qui est particulier, c'est qu'on a réussi aussi à esthétiser la violence, on a réussi à l'érotiser, la violence. Mais sans enlever la beauté qu'il y a dans la boxe, je crois qu'il y a un rapport de se mesurer à l'autre pour en fait se mesurer soi-même. Mais à un moment donné, il faut arrêter de vouloir se mesurer, de vouloir se quantifier. Ce que tu dis du vestiaire de sport, est-ce que c'est vrai aussi du vestiaire d'un entrepôt de manutention? Parce que je sais que jusqu'à récemment, tu étais manutentionnaire. Ben, étonnamment, il y a de la misogynie, mais comme partout en réalité. On a envie de voir la misogynie, de voir la virilité, la masculinité toxique, de la voir plutôt dans les classes populaires, les classes qui galèrent. En fait, elle est partout. Allez-y, hein, allez à un salon de la littérature, hein, vous verrez, la misogynie, elle est pareille. C'est-à-dire ? Le même rapport aux femmes, le même rapport à l'homme, à l'identité masculine. C'est des hommes blancs patriarches qui parlent et c'est les mêmes personnes qui écoutent. C'est les mêmes personnes qui sont entendues, c'est les mêmes personnes qui sont mises en avant. Quand on voit que certains auteurs font leur beurre sur la sortie de leur dernier livre qui est génial, tous les autres sont pourris parce que ils ont rencontré une femme de 25 ans et que leur libido s'est réveillé. Et que grâce à ça, ils sont vraiment eux-mêmes. Quand on voit qu'il y a un autre auteur vachement mis en avant qui fait son beurre sur le fait qu'il y a un ultra-patriarche qui lui a mis la main sur l'épaule et qui lui a dit « tu es pardonné au nom des vivants et des morts ». Et donc c'est le patriarche qui se fait adouber par l'ultra-patriarche et qu'on voit que c'est ça qui fait vendre aujourd'hui. Si eux se permettent ça, s'ils se permettent ça sans aucune gêne, aucune conscience que c'est obscène, alors que c'est permis à tous les niveaux. C'est comme exactement comme la bavure policière. Si un jeune homme se fait violer par des flics ou si un jeune homme se fait tuer par une dizaine de flics qui s'assoient sur lui, si ça arrive jusque-là, c'est que tous les échelons avant, ils sont considérés comme légitimes par la hiérarchie. Et à un moment donné, ça déborde et on ne peut plus le contenir. Mais voilà, c'est un climat en fait, c'est un réel climat. Aujourd'hui, quand on te demande ton métier, tu réponds quoi? Romancier, j'ai le droit. Ça y est, t'as le droit? Ouais, je crois, il paraît. J'ai l'impression, ça fait une semaine que j'ai arrêté l'entrepôt. Donc Pourquoi? pour pouvoir me consacrer à la communication du roman et à l'écriture. J'écris le matin et je fais des interviews, des émissions l'après-midi. C'est comment ça comme métier? Ben, ça fait qu'une semaine que je le fais. Donc, est-ce que je peux paraphraser Edouard Baird et te dire, est-ce que c'est une bonne situation, romancier? je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je crois qu'il y a plutôt des... Ouais, pour le moment, c'est une bonne situation. Il n'y a pas à se plaindre. C'est chouette. C'est chouette. J'imagine qu'il y aura des difficultés, mais j'entends certains, notamment premier roman, quand je les croise dans des trucs littéraires qui disent « Putain, c'est difficile, c'est bizarre et compagnie ». Il y a des centaines de, je sais pas combien de jeunes autrices, jeunes auteurs qui rêveraient d'être à notre place. Et il y a encore plus de personnes qui rêveraient de se lever le matin et de faire le métier qu'ils aiment et pas faire un truc qui leur casse le dos, qui leur casse les jambes, qui leur casse les reins, qui les bousille en fait. C'est bien d'avoir fait un peu d'entrepôt avant de faire des salons du livre. Ouais, je crois que ça permet d'avoir un peu de recul. Et ça permet aussi de ne pas se faire plaindre pour rien, en sachant que l'entrepôt, je ne vais pas me faire plaindre, hein, je l'ai choisi. Ouais. C'est ton premier roman. Tu as dit que c'était juste un tour de chauffe. Ça veut dire que le meilleur est à venir? Ouais, bah, j'espère. Et clairement, j'ai l'impression de me régler, à la fois de me régler dans mon rapport à l'écriture, dans mon rapport au roman, et aussi dans mon rapport à moi-même, aux autres, à la déconstruction de la virilité, à la déconstruction de ces choses-là. Il y a je découvre actuellement notamment de rappeuses incroyables. Il y a une rappeuse qui s'appelle Safia Bamet Schwartz, qui est une claque gigantesque, qui est une rappeuse française. Je vous invite vraiment à écouter son travail, c'est une grosse claque. Dernièrement, je découvre aussi d'autres rappeuses londoniennes. Il y a Floyo,
qui est waouh. Il y a Lady Sanity. Il y a, voilà, j'en suis qu'au balbutiement de mes découvertes, mais je sais que tout ça, c'est des choses qui vont nourrir mon flux d'écriture et mon positionnement. T'as dit que le premier était un tour de chauffe et que le quatrième serait le meilleur, c'est vrai? Ouais. C'est ton ego de rappeur qui parle, là? C'est carrément mon ego de rappeur, mal placé, déplacé. Mais oui, je pense que je mets du temps à comprendre les choses. Je mets beaucoup de temps. Je suis quelqu'un qui a la tête dans le sac et je mets du temps à en sortir. Et cette tête dans le sac, elle me permet d'avancer. Mais je mets du temps à prendre le recul. Et je pense qu'au quatrième, j'aurai le recul. Enfin, j'espère. J'ose espérer qu'au quatrième, j'aurai le recul d'une Virginie Despentes, le recul d'une Safia Bamet-Schwartz, le recul d'une Kazé. Ouais, j'espère que j'aurai ce recul-là. On s'en parle à ce moment-là? Ouais, carrément. On se retrouve à ce moment-là. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Yeah. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.